J'avais eu des questions la dernière fois sur la caméra obscura. Donc voilà, pour y répondre précisément, le principe de la caméra obscura, puisque la question qui m'a été posée, c'est de comprendre comment cela permettait de peindre. Donc regardez le principe. Vous avez donc les rayons lumineux. Le principe, c'est que ces rayons les rayons qui traversent proviennent de différentes directions, donc des différents points de l'objet observé. Et à partir de là, il suffit de les faire passer par un seul point dans une chambre obscure. La lumière continue son chemin jusqu'à rencontrer la feuille blanche. Et là, vous avez chaque point de la feuille qui n'est éclairé que par le rayon issu d'un seul point d'un objet. Et on voit se former l'image inversée de la réalité extérieure sur la feuille. Donc c'est quand je vous avais montré le tableau de Canaletto la dernière fois, il s'est mis en face de la scène qu'il voulait peindre, il a utilisé cela pour avoir cette projection inversée, et donc pouvoir noter précisément chacun des points. C'est ça le principe de la caméra obscura. Alors, revenons-en à la question de cette perspective et gouvernement. Alors, je ne vous cite pas à chaque fois les travaux que j'utilise. C'est vrai, je les mettrai dans la bibliographie. C'est peut-être un tort, c'était pour ne pas alourdir. Il est vrai que, comme c'est la première fois que je fais ce cours, je ne me rends pas toujours compte je me rends pas bien compte pour l'instant de l'état de vos connaissances. En fait, peut-être qu'il faut que je rentre dans des choses plus complexes, plus détaillées, plus de bibliographie, je ne sais pas. On en discutera justement à la fin du cours, on verra comment le faire évoluer. Alors, le principe, là, j'utilise par exemple les travaux de Denis Cosgrove. Voilà. Dans le cours précédent, les travaux de Simon avaient été une référence importante sur Alazen, les travaux de Rochi Rached aussi, par exemple. Bon. Vous retrouverez tout ça dans la bibliographie. Alors, perspective et gouvernement. Ce que vous avez sous les yeux, donc c'est ici, c'est un schéma postérieur qui vous montre le principe de la perspective et de cette projection à partir de l'œil. On avait vu la dernière fois l'expérience de Brunelleschi face au baptistère de Florence, et cette expérience fondatrice en 1425. Cette expérience a été théorisée, je vais partir de là, elle a été théorisée par Alberti, A-L-B-E-R-T-I, dans son fameux traité de la peinture en 1453. Et c'est un traité qui a été extrêmement influent, qui est fondateur de la théorie de la propagation de la lumière et de cette théorie de la pyramide visuelle que vous avez ici. Dans son traité, on comprend plusieurs choses qui montrent à quel point cette pyramide visuelle est fondatrice. C'est le premier point que je voudrais exposer. Pourquoi cette théorie de la perspective, qu'apporte de nouveau cette théorie de la perspective selon Alberti? D'abord, première chose, c'est qu'elle nous montre que les formes et les positions dans l'espace sont relatives. Les formes et les positions dans l'espace sont relatives. Elles dépendent de la position d'un observateur. Cet observateur se déplace, il tourne simplement la tête, et bien cela modifie la vision du baptistère ou de la scène qui est regardée. Deuxième chose, cela apporte une représentation réaliste de l'espace. Rappelez-vous le tableau de Van Eyck la dernière fois, la Vierge au chancelier Rollin, c'était une perspective intuitive. Mathématiquement, ce tableau est faux, je vous l'avais dit, puisque les lignes ne convergent pas en réalité. Eh bien, avec la perspective géométrique, on a une perspective, on a une représentation réaliste d'un espace en 3 dimensions sur un espace en 2 dimensions. Troisième chose, c'est l'idée que ceci donne à l'œil un contrôle de l'espace. Ceci, l'opérateur devient l'œil de l'observateur
et lui donne un contrôle sur l'espace qui est observé. Cette transformation de la perspective, pardon, je ferme juste la porte. La naissance de la perspective, dans les années, entre les années 1420 et 1450, est indissociable d'autres révolutions, notamment il y a la révolution de la peinture à l'huile, qui est en fait aussi importante que l'invention de l'imprimerie. C'est le passage de la fresque à la peinture à l'huile, puisque la peinture à l'huile permet de peindre sur un support que l'on peut rouler et donc déplacer. C'est fondamental parce qu'avec la fresque, il n'y avait que circulation des reproductions, mais il n'y avait pas circulation des œuvres. Bien entendu, on ne pouvait pas déplacer une fresque. Et la peinture à l'huile, elle permet, justement, elle est indissociable de cette circulation entre l'Italie et les Pays-Bas, où désormais on roule ces œuvres, on les circule, on les vend, on les reproduit, et c'est tout à fait, c'est extrêmement fort. Voilà. Donc ce sont les trois éléments nouveaux qu'apporte Alberti, qui sont exposés. Deuxième remarque, je remarque sur la perspective, ce lien entre perspective et gouvernement, c'est que l'art de la perspective, c'est un art essentiellement urbain. C'est un art essentiellement urbain. Et repensé à l'expérience du baptistère, la perspective a été créée pour représenter l'espace urbain avec ses monuments. C'est un art qu'on pourrait qualifier de bourgeois, entre guillemets, mais en fait le terme est trompeur et difficile. Retenons plutôt un art urbain. Cet art urbain, on voit bien c'est une analyse que fait Denis Cosgrove. Pour expliquer cet art urbain, il fait la comparaison entre deux tableaux à deux époques différentes. Vous avez deux tableaux extrêmement célèbres, pardon. D'un côté une fresque, de l'autre un tableau, excusez-moi. Vous avez d'un côté en haut une fresque, c'est de Lorenzetti, les effets du bon et du mauvais gouvernement, qui est à Sienne, qui date des années 1330-1340. Et un peu plus d'un siècle plus tard, ce tableau du Pérugin, la remise des clés à Saint-Pierre, qui représente Florence, et vous retrouvez ici le baptistère de Florence, qui a été représenté par Brunelleschi. La différence entre les deux est absolument frappante. Si on regarde ici, dans cette représentation encore médiévale, dans laquelle il n'y a pas de perspective, eh bien on voit que l'image est faite, n'est pas construite à partir du point de vue d'un unique observateur et de sa projection à partir de son œil. Elle ressemble en fait plutôt à un collage de multiples images de quelqu'un qui se promènerait dans la ville, en fait, et on aurait une sorte de collage de la ville vue de différents endroits depuis les rues, en fait, se promenant dans les rues. Et cela donne cet ensemble un peu indistinct, mêlé, assez confus, qui est celui de la ville médiévale. En revanche, cela donne l'idée d'une unité. Il y a une unité très forte de cette ville médiévale qui est représentée comme un corps, uni, organique. En revanche, si vous regardez le tableau du Pérugin en bas, eh bien là vous avez une géométrie, la géométrie de la perspective, et c'est une ville qui est très différente. C'est une ville dans laquelle il y a un centre. Regardez le centre, la ville, c'est le point de convergence, c'est l'entrée du baptistère. L'entrée du baptistère, et la ligne passe exactement par la main du Christ à laquelle Saint-Pierre donne les clés. C'est une ville qui est ordonnée, et à partir de l'espace urbain, la nature elle-même s'ordonne et s'ordonne. Regardez les arbres qu'ils sont derrière. Cette nature, elle obéit de la même manière que l'espace urbain, on le voit de la perspective. C'est donc un espace profondément organisé. Un art urbain pour plusieurs raisons. On est au cœur de la vie économique des cités italiennes de la Renaissance. Le cœur de la vie économique des cités italiennes de la Renaissance, la perspective est liée à l'art des marchands. Elle est liée à l'art des marchands. Regardez, revenons à cette diapositive antérieure. Vous avez ici, c'est un
comment dire, c'est un manuel un peu postérieur, c'est un manuel du XVIIe siècle, parce que dans les précédents, il n'y a pas d'illustration comme ça, c'est un manuel du XVIIe siècle, un manuel d'arithmétique et d'art militaire, et qui apprend comment utiliser une sorte de perspective portative. C'est intéressant parce que ça renvoie à quelque chose qui apparaît de la Renaissance, c'est-à-dire que ces marchands étaient éduqués, ils allaient dans des écoles qui s'appelaient les abbacos, ils allaient dans des écoles commerciales à Florence et dans les cités italiennes, et là on leur apprenait les mathématiques. On leur apprenait les mathématiques, notamment parce qu'ils devaient être capables de calculer des taux d'intérêt, c'était quelque chose d'important, et on leur apprend aussi la perspective. Notamment un des traités les plus utilisés, c'est le traité de Fra Luca Pacioli, Summa di Aritmetica, la somme arithmétique de 1494. Fra Luca est un ami de Léonard de Vinci, et il cite abondamment Alberti. Et notamment, il y a des pages où il explique comment, en fait, ces marchands, à un moment où il n'y a pas de jauge universelle pour les volumes, eh bien, on leur apprend à faire ce que vous avez sous les yeux à droite, c'est-à-dire à juger des volumes à l'œil, en faisant cette sorte de perspective portative à l'œil pour estimer à peu près le volume d'un tonneau de grains, d'un tonneau d'huile. Et donc, c'est cet art de la perspective qui est directement employé par une sorte de jauge virtuelle. Et donc, il y a un lien tout à fait direct avec l'art des marchands et la ville. Il y a un autre lien qui s'établit, c'est la troisième idée que je voudrais défendre, qui montre sur l'importance de la perspective, c'est le lien avec la cartographie. La perspective a transformé l'art de la cartographie. Alors ce lien, il existe, le lien entre optique et cartographie, il existe depuis longtemps. Ptolémée, dont je vous avais parlé, dont les théories optiques sont extrêmement importantes, était encore plus célèbre pour sa cosmographie, était un géographe. Pourquoi? Parce que pour représenter les cartes, il faut, en fait, c'est une question de regard, c'est une question de vision. Et ce que la perspective apporte, c'est qu'elle apporte la perspective cavalière. C'est l'idée que vous placez un observateur fictif. Regardez cette carte, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est une carte de la campagne des environs de Venise, sur laquelle je reviendrai. Eh bien, vous imaginez, c'est un art de la cartographie où on imagine un observateur fictif qui serait sur une colline et on représente ce qu'il verrait avec son œil selon l'art de la perspective. C'est ce qu'on appelle la perspective cavalière ou la perspective à vol d'oiseau, quand on imagine le regard d'un oiseau en hauteur qui survolerait une zone. Oui? Alors, la perspective cavalière, il y a un point de vue, donc qui est plus ou moins qui est fictif, en fait, fictif ou réaliste, mais c'est une sorte de convention en quelque sorte. Et là, vous voyez très bien comment c'est un personnage qui est situé en dehors de la carte, qui serait en hauteur sur une colline. Et vous retrouvez, cela fait l'écho d'ailleurs avec ce que l'on avait dit sur la première patente à Oldenburg sur la lunette en 1608. C'est bien pour Spinola et le prince d'Orange pour observer à la lunette depuis une colline. Et on sait que la cartographie, Alberti a réalisé, celui du traité, a réalisé une carte des environs de Rome. On sait que Léonard de Vinci a réalisé une carte des environs de Pavie, avec justement l'application de cette perspective cavalière. Et cette cartographie est intéressante à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle nous montre, cela montre comment il y a une dimension idéologique, dans la mesure où c'est la perspective qui est un art urbain. En fait, elle s'étend, c'est finalement ce point de vue urbain qui s'étend sur la campagne qui environne la ville. C'est-à-dire que ce que vous avez de représenté ici, c'est les territoires ruraux qui sont sous la domination de Venise. Et dans la carte de Pavie, c'est la même chose. Donc, elle s'étend à la campagne qui est dominée par la ville. Ça, c'est un élément important. Elle montre aussi qu'il y a l'idée que, grâce à la perspective géométrique, eh bien, on découvre les propriétés de l'espace lui-même,
on découvre les propriétés de l'espace lui-même, et vous avez le lien avec un autre élément essentiel de la Renaissance, c'est l'idée de la mathématisation du monde. C'est aussi quelque chose qui vient de Galilée, c'est-à-dire que l'on peut traduire entièrement la nature en termes mathématiques. Et donc, vous avez de compte l'idée que si on géométrise l'espace à partir de la perspective, regardez cet espace géométrique, là, cette perspective mathématique, eh bien, c'est-à-dire que dans la nature, il y a des formes géométriques cachées. Et vous avez le lien avec les travaux de Marcille Ficin, avec les travaux de Pic de la Mirandole qui utilise la Kabbale, où on va rechercher des clés presque occultes dans la réalité. C'est par exemple la quête du nombre d'or. Trouver toute la nature, la beauté et la perfection seraient proportionnelles au nombre d'or. La recherche de cercles, c'est quelque chose que fait Marcille Ficin. La recherche des chiffres de la Kabbale, la recherche du chiffre 3 qui organise la nature. Et vous retrouvez donc ces liens entre optique et occulte qui sont tout à fait présents. Vous avez aussi le lien à partir de là, c'est la même démarche que celle qui est appliquée au corps humain, puisque dans le corps humain, il y a aussi cet ordre. Et les hommes de la Renaissance étaient persuadés qu'il y avait un lien très fort entre ce qu'ils appelaient le macrocosme et le microcosme. Rappelez-vous, il y avait l'idée aristotélicienne du monde lunaire et des mondes sublunaires. Le monde était séparé en deux. À la Renaissance, le monde est une unité et le macrocosme et le microcosme sont tout à fait unis. C'est un des fondements de l'astrologie, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle ce qui se passe dans les astres nous dit ce qui se passe sur Terre. Et on peut lire dans les astres la mort prochaine d'un roi. Dans une comète, on peut lire une épidémie de peste. On peut lire un événement politique, parce que macrocosme et microcosme sont profondément unis. Si vous connaissez la fameuse théorie des humeurs, l'idée qu'il y a 4 humeurs principales qui organisent le corps et que c'est à l'origine de toutes les maladies, eh bien c'est la théorie de l'union du macrocosme et du microcosme, parce que ces humeurs sont liées aux astres. Le mélancolique, par exemple, le mélancolique, il est sous l'influence de Saturne. Et on le retrouve dans la peinture chez Dürer de manière très, 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 très forte. Dernière chose intéressante sur la perspective, c'est que cette perspective, c'est une hiérarchie, elle met en place l'idée d'une hiérarchie sociale et spatiale. Regardez la différence entre cette ville médiévale en haut, où la ville est unie comme un corps indistinct, avec des personnages plus importants que d'autres, certes, mais cette ville de la Renaissance, c'est une ville qui est hiérarchisée de manière beaucoup plus stricte. Vous voyez, selon la place, on voit tout de suite à l'œil où est le Christ. On sait tout de suite où est Saint-Pierre. On sait, plus on s'éloigne du Christ, plus l'importance des personnages décroît. On sait que ce sont les personnages qui sont dans l'arrière-fond sont moins importants que ceux qui sont au premier plan. Il y a donc une idéologie qui est celle qui va avec l'idéologie urbaine de la Renaissance, qui va avec celle des monuments publics, des grands hommes, du prince. Et elle est liée là aussi aux élites. À ce moment de la Renaissance, c'est là aussi le moment où se généralise le fait de peindre des portraits des grands hommes, des grandes familles, et le mettre dans le palais familial. Et c'est là aussi que se met en place, alors là c'est quelque chose de postérieur, c'est un jardin anglais du début du XVIIIe siècle, mais c'est un argument de Cosgrove, c'est la manière dont ces élites urbaines ont des domaines à la campagne, et dans ces grands domaines, pour la première fois, c'est là que va naître la peinture de paysage. Et dans ces villas à la campagne, où il y a l'espace que l'on possède, on met en même temps dans les salles de la villa des peintures de paysage qui renvoient à l'image de cette terre que l'on domine. Là, c'est intéressant parce que vous avez un jardin anglais du début du XVIIIe siècle, c'est un jardin palladien, et vous voyez que ce jardin est considéré comme beau, c'est entièrement une création artificielle, on a tout rasé, reconstruit des collines artificielles, un faux lac. Au début du XVIIIe siècle, c'était très à la mode aussi d'avoir des ermites, de payer quelqu'un pour être ermite de jardin. Ce n'était pas un nain jardin, mais ermite de jardin, avec une grotte, on construisait une fausse grotte,
parce que l'ermite, c'est un philosophe, hein, donc on payait quelqu'un qui philosophait au fond. Et là, vous voyez, ce jardin est beau parce que la nature suit absolument la loi de la perspective, la mise en ordre. Et vous imaginez, vous êtes le château ici, les fenêtres, et vous voyez cette perspective qui converge vers une statue qui est ici, et ces lignes géométriques. Et c'est cette application. Et donc, il y a cette idéologie qui s'étend, qui s'étend à l'espace. Et cela me permet de revenir à cette image-là. Cette image, elle date, des années 1600. C'est un personnage qui s'appelle Cristoforo Sorfo. C'est un géographe et arpenteur qui est employé par la République de Venise. Et cela vous montre aussi l'aspect pratique. Il est employé par la République de Venise. Il est chargé d'une sorte de bureau des plaintes. En fait, il est chargé de traiter les plaintes qui ont trait aux assèchements de marées. Parce que quand on assèche des terres, cela crée des nouvelles terres que l'on peut cultiver. Et donc, il y a des plaintes pour savoir à qui cela appartient. Et donc, il faut des arpenteurs qui vont mesurer très précisément, qui vont quadriller l'espace et le mesurer très précisément. Et c'est ce qu'il fait. Et en même temps, il est peintre, et en même temps, il est chorographe, c'est la science du lieu. Il réalise des cartes comme celle-ci, qui est une carte de la campagne vénitienne. Et de Cristoforo Foro, qui n'est pas un savant, hein, qui écrit des traités théoriques, on a ces cartes et on a ces lettres. Et dans ces lettres, il explique très bien pour être un bon arpenteur comme lui, qui va traiter des procès, eh bien, il faut être un bon peintre aussi. Il faut être un bon peintre qui est capable d'appliquer l'art de la perspective à la représentation de la nature. Donc, si je conclue et si je résume ce lien entre perspective et gouvernement, vous voyez comment cette révolution perspective de l'optique a permis d'installer l'œil comme pouvoir, l'homme comme pouvoir qui contrôle le monde et qui le met en ordre, liant l'art de la guerre, la cartographie, le monde marchand. Et ce sont tous ces liens qui font la révolution de la perspective. Et ce qui me semble aussi intéressant pour réfléchir à des choses plus contemporaines, c'est voyez comment, au départ, il y a souvent une invention technique et l'usage et le public viennent petit à petit. Et si on regarde aujourd'hui les inventions dont on te parle, je parlais la dernière fois du Google Glass ou d'autres, il y a encore des inventions pour lesquelles on n'a pas encore inventé le public et l'usage. Et c'est exactement comme la perspective. Ce n'est pas forcément celui qui a fait le calcul mathématique de la perspective qui a inventé cet art. Et à un moment, il faut inventer le public, la scène sociale et la manière dont ce nouveau regard transforme le monde et est un art de gouverner et d'ordonner les choses. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle l'innovation. L'art, la révolution optique, est aussi, avec la perspective, est aussi un art de l'arpentage, est un art de l'arpentage et de la mesure. Et le deuxième cas sur lequel je voudrais m'attarder, qui le montre de manière exemplaire, c'est la question de la lunette de Versailles. Vous avez peut-être eu la curiosité de vous demander, avant de venir à l'Institut d'optique, vous avez vu qu'on fait partie de la nouvelle université de Paris-Saclay qui réunit 21 organismes. Et si on recherche historiquement cet espace qui était l'espace de Paris-Saclay, c'est un espace, vous vous en rendez compte tous les jours, sur l'ensemble de la région parisienne, c'est un espace qui n'a jamais eu d'unité, puisqu'en fait, on est dans la partie sud de Paris, où on a des plateaux qui sont... En fait, on a un réseau hydrographique qui est orienté vers la Seine, qui est orienté nord-est-sud-ouest, et en fait, on a un réseau hydrographique qui est fait de petites vallées qui entaillent une série de plateaux. C'est la raison pour laquelle vous avez autant de mal à venir ici et à vous déplacer. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez ce qui est au nord de Paris, la plaine de Saint-Denis, j'en parlais la dernière fois, la plaine de Saint-Denis, c'est une plaine avec un grand axe où on a mis tous les réseaux depuis les Moyen-Âge, la grande foire médiévale du Landy, avec la route
qui remonte vers la Flandre, ensuite les grands réseaux techniques, les canaux, les autoroutes, l'électricité, etc. Saclay, ça n'a jamais été ça, c'est un espace qui est entaillé, qui n'a pas d'unité, sur lequel il est difficile de se déplacer. Et d'ailleurs, c'est une des origines, c'est que finalement les organismes qui se sont installés ici, le CEA, qui a été un des premiers, c'est parce qu'il y avait de la place. C'est justement en quelque sorte un endroit où il restait de la place que personne ne voulait y aller. Voilà. Donc, ce qui permet, mais la place permet l'expérimentation, ça permet l'invention. Et justement, ça se retourne comme une chance. Le premier moment où l'espace de Paris-Saclay apparaît, cependant, historiquement, et c'est sur le site de Paris-Saclay, le site de l'établissement public, le premier moment où il apparaît, c'est avec le territoire des étangs et des eaux de Trappes et de Saclay. Le territoire des étangs et des eaux et de Trappes et de Saclay, c'est un territoire qui est construit sous Louis XIV, c'est une entité administrative, c'est l'ensemble des eaux qui servent à alimenter Versailles. C'est le premier moment où il y a une unité de cet espace, et c'est dû à une révolution optique. Je suis en train de terminer un livre qui paraîtra en janvier aux éditions à la Découverte, qui est une histoire environnementale de Versailles, dans lequel il y a un chapitre sur cette question-là. Quel est le problème de Versailles? Vous allez voir, c'est un problème d'optique. Le problème de Versailles, c'est que c'est la première concentration d'hommes si importante dans un endroit où il n'y a pas de rivière ni de fleuve. Il y a à Versailles une toute petite rivière qui s'appelle le Rue de Gailly, qui convient très bien pour alimenter une résidence privée, un relais de chasse, un pavillon de chasse comme l'était le pavillon Louis XIII, mais qui ne convient pas du tout à l'alimentation d'un palais avec 4000 personnes qui vivent en permanence, c'est le palais de Versailles, avec une ville qui compte à peu près 25 000 habitants dans les années 1700 et 40 000 à la fin du XVIIIe siècle. Dans l'histoire de France, c'est la première fois qu'on construit une ville dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Alors l'anachronisme consiste à dire, ça montre justement la puissance du roi. Seule la volonté du roi fait qu'il a défié la nature et il a voulu construire une telle ville, un tel palais dans un endroit défavorable. Évidemment, c'est totalement faux, c'est un anachronisme complet. C'est-à-dire que Versailles a d'abord été pensé comme une résidence privée, et puis les problèmes sont apparus au fur et à mesure. Donc il a fallu chercher de l'eau constamment. De l'eau pour deux raisons. D'abord pour alimenter, alimenter, c'est-à-dire c'est la consommation de l'eau potable, mais c'est aussi l'alimentation des fontaines, puisque Versailles a d'abord été un jardin. Le jardin a été construit avant le palais. C'est un petit relais de chasse, mais Louis XIV fait d'abord des grandes fêtes, les plaisirs de l'île enchantée dans les années 1660, dans ses jardins, et le jardin de Versailles, c'est 2000 fontaines. 2000 fontaines qu'il faut alimenter en eau. Et la deuxième raison pour laquelle il faut de l'eau, c'est qu'il faut de l'eau pour expulser les déchets, puisque la première manière dont on expulse les ordures dans les villes à cette époque-là, c'est en les jetant dans la rivière ou dans le fleuve. Ce qui fait d'ailleurs que l'eau de la Seine, on boit l'eau de la Seine jusqu'au début du XIXe siècle, on boit l'eau de la Seine dans laquelle on jette toutes les ordures, ce qui pose certaines difficultés. Alors j'en viens à ma question d'optique. Dans les travaux de Versailles, lorsque le problème de l'eau s'oppose au fur et à mesure, vous avez plusieurs générations de travaux. Vous avez une première génération de travaux où on va chercher à amener de l'eau, où on va chercher à amener de l'eau en utilisant les petits ruisseaux qui sont autour, en utilisant l'étang de Clagny. Rapidement, c'est quelque chose, je passe très vite, rapidement, c'est quelque chose qui échoue, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau disponible, et aussi parce que Versailles, si allez revisiter le palais, vous verrez, Versailles, c'est une sorte d'absurdité, puisqu'on a construit, d'un point de vue hydrographique, puisqu'on a construit un palais sur une colline, dans une cuvette, 100 mètres et à une hauteur plus importante que la Seine. La Seine est à quelques kilomètres de là, mais Versailles est plus élevé que la Seine, et donc on ne peut pas amener de l'eau. Donc rapidement, c'est une catastrophe absolue. Le fameux étang de Clagny, qui était une grande pièce d'eau qui était à côté du palais, en fait, on l'appelle la pièce d'eau, il y a la pièce d'eau puante des Suisses, l'étang de Clagny, en fait, est tellement rempli d'ordures,
en fait, qu'on supprime l'étang, et il faut chercher d'autres moyens. C'est là qu'intervient l'optique. Comment a été résolue la question de l'eau à Versailles? Elle a été résolue par ce que vous avez sous les yeux. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le réseau hydrographique. Vous avez, alors regardez, c'est pas excellent les... Regardez. Alors regardez, vous avez ici se figurer les rigoles. En fait, la question de l'eau à Versailles a été résolue par gravitation. C'est-à-dire que il a été résolu en fait en construisant un réseau absolument extraordinaire de petits canaux qui étaient appelés rigoles, en fait, connectés les uns aux autres pour recueillir les eaux de pluie sur un bassin extrêmement étendu qui est le bassin de Trappes et de Saclay, qui comprend 40 paroisses, 40 villages. Et il s'agit, en fait, c'est un réseau de rigoles. Et regardez ici, vous avez l'étang de Saclay. J'aurais pu montrer l'étang de Saint-Quentin en Yvelines, qui est un étang artificiel. On construit un réseau d'étangs artificiels qui sont considérables, de plusieurs hectares. Et regardez, c'est ici un exemple de rigole. Regardez, hein, c'est une rigole très étroite, hein, ça fait 2 mètres de large, mais elles sont connectées les unes aux autres pour recueillir l'ensemble des eaux de pluie sur des étendues très, très importantes. Et comment ceci a été possible? Ceci a été possible grâce à une révolution optique, hein, qui est ici, grâce à la révolution optique de l'abbé Picard. L'abbé Picard, qui débute ses travaux dans les années 1674, l'abbé Picard est membre de l'Académie des sciences. Hein. La science du nivellement est une science ancienne. Ça consiste à faire, c'est ce que vous avez ici, hein, vous faites une projection et vous calculez l'angle, hein, le triangle, par le théorème de Pythagore, vous calculez la 3e hauteur du triangle, et vous avez comme ça le nivellement et la hauteur précise. Donc ça, c'est quelque chose que l'on sait faire depuis un certain temps. Ce que fait l'abbé Picard, c'est qu'à la demande de Louis XIV, eh bien, l'Académie des sciences intervient pour mesurer très très finement toutes les hauteurs dans les environs de Versailles. Toutes les hauteurs dans les environs de Versailles. C'est lui qui montre que les plateaux de Trappes et de Bois d'Arcy sont situés à une hauteur supérieure à Versailles. Et donc, il est possible, en les connectant, de connecter les étangs de Trappes et de Bois d'Arcy et de les relier à Versailles. C'est lui qui montre qu'il est possible d'utiliser la vallée de la Bièvre, de former des étangs artificiels, ce qui donne la création de l'étang de Trappes et de Saint-Quentin. L'étang de Saint-Quentin, c'est 216 hectares. C'est un étang artificiel qui recueille les eaux de pluie drainées sur le plateau de Saclay. Et la particularité, comment dire, de l'abbé Picard, c'est qu'en fait, le nivellement existait, je l'ai dit, mais en fait, l'abbé Picard a mis en point une lunette portative. Il a mis au point une lunette portative d'une très grande précision. Ce qui est le niveau topographique de l'abbé Picard, d'une très grande précision. Pour vous donner, puisque ce réseau, alors au total, il y a quasiment 200 km de canaux autour de Versailles, 200 km de canaux, de rigoles qui sont connectés, et les dénivelés entre les deux sont extrêmement faibles et demandent une très grande précision. Par exemple, on sait que pour certains aqueducs, il y a des aqueducs aussi, on sait aujourd'hui que sur des aqueducs de 7-8 km, il y a une différence simplement un peu plus d'1 mètre entre le point de départ et l'arrivée. Hein, donc vous voyez la précision de la mesure. L'abbé Picard, ses travaux ont aussi, à un moment, a été prévu de détourner la Loire pour alimenter Versailles. C'était Riquier qui en était à l'origine, celui qui a fait le canal des deux mers, et c'est l'abbé Picard qui, avec la précision de sa lunette, démontre que Riquier a fait une erreur de calcul et que la Loire est plus basse que Versailles, et donc ça n'aurait pas marché. Mais en revanche, il démontre qu'il est possible de détourner l'Eure. Et il y a la mise en place du détournement de l'Eure, l'aqueduc de l'Eure, puisqu'il y a, c'est grâce à ce calcul de nivellement
Malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas, l'aqueduc de l'Eure est construit il y a 2000 soldats qui y travaillent en permanence. Et en fait, la guerre de la Ligue d'Augsbourg éclate dans les années 1693-1694 et il n'est pas terminé. Il n'a jamais été terminé, il manquait le dernier kilomètre. Mais c'est aussi parce que pour des raisons de prestige, c'est le lien entre le roi et l'optique, le roi et le contrôle du territoire. Eh bien, on a voulu construire devant le passage du château de Madame de Maintenon, on a voulu construire un aqueduc comme un aqueduc romain, pour montrer que la puissance du roi de France égale la puissance de l'Empire romain, alors que si on avait fait une partie enterrée, ça aurait été moins coûteux et plus rapide. Mais donc l'aqueduc de l'Eure n'a jamais été achevé et connecté, puisque les soldats sont affectés à nouveau à la guerre. La question qui est extrêmement intéressante, c'est voyez la manière dont l'optique sort du laboratoire et dont cet instrument, finalement, et là aussi c'est un élément d'histoire des sciences, de STS, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de l'acteur réseau. La théorie de l'acteur réseau repose sur l'idée que, eh bien, finalement, la société est faite d'un ensemble de réseaux sociotechniques, où ces réseaux, ils associent des humains, des non-humains et des objets. Je m'explique. C'est-à-dire que cette lunette de l'abbé Picard, eh bien, elle connecte des hommes avec des non-humains qui sont des os, des poissons, des animaux, en quelque sorte, et elle forme un réseau uni. Un réseau uni. Je m'explique pour le dire autrement, puisque c'est ce dont je parle dans l'histoire environnementale cette histoire environnementale de Versailles. La thèse habituelle sur Versailles, c'est celle de la domination de la nature par le roi. Allez visiter le château de Versailles, vous verrez, c'est écrit partout. Dans chaque exposition, il y a eu l'exposition d'une autre il n'y a pas très longtemps, comment le grand roi, le plus grand roi du monde, a dominé la nature en la réorganisant par son regard. Et vous voyez ce lien entre le pouvoir du roi et le regard. Comment il a transformé un lieu ingrat, comme le dit Saint-Simon, un lieu sans eau et humide, parce qu'en fait, en même temps, c'est humide, parce qu'il y a de l'argile, donc c'est marécageux et sans eau. Versailles. Donc c'était le pire des endroits, avec un climat malsain. Comment il a transformé ce lieu en cette merveille de contrôle? En réalité, c'est totalement faux, parce qu'en réalité, ce qui se passe, et c'est ce que j'ai étudié dans mon livre, c'est la manière dont cet territoire des eaux de Trappes et de Saclay crée un nouvel espace social, en fait. C'est-à-dire que ces 200 km de rigoles et de canaux superposent un espace social habité par les hommes, dans lequel il y a des champs, des villages, des routes. Elles superposent un réseau technique qui est un maillage hydraulique. Et j'ai étudié l'impact sur la société, la manière dont ça la désorganise. À Versailles, on crée une police spéciale. Le roi crée une police spéciale qui est les gardes-rigoles, qui ont un uniforme spécial, un uniforme bleu avec des boutons d'or, qui sont chargés de surveiller nuit et jour ce que vous avez ici. Parce qu'il y a de nouveaux règlements qui interdisent aux paysans de labourer à plusieurs mètres de chaque côté de la rigole. Parce que s'ils labourent, ils font tomber de la terre dans la rigole, ils compromettent la pureté de l'eau. Imaginez de l'eau noire qui sorte dans les fontaines de Versailles, et cela bouche, et il suffit de boucher un point pour créer immédiatement une inondation catastrophique, puisque tout est connecté sur des kilomètres. Il est interdit aux animaux de traverser, il est interdit de faire pousser des arbres sur les bords parce que les racines peuvent boucher, et c'est le rôle de cette police, de ces gardes-rigoles. Donc voyez comment, et là c'est une question d'optique, comment ce réseau sociotechnique rentre en conflit avec l'espace vécu. Et là aussi, imaginez les paysans, leurs champs sont traversés par des rigoles, les routes sont coupées, donc il faut construire des ponts, il y a des villages qui ne communiquent plus. En fait, Versailles, ce n'est pas la domination de la nature, parce que Versailles, ça toujours fuite partout. Ça fuite partout. C'est une série d'échecs, il y a dans les articulations, on voit très bien, les paysans crèvent les tuyaux, ils ne respectent pas les règles, il y en a qui sont envoyés aux galères parce qu'ils volent le plomb des tuyaux, sauf les parties qui sont marquées de fleurs de lys, qui sont plus difficiles à fondre et à revendre. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a plusieurs éléments de personnes qui sont arrêtées, pour les punir, on leur imprime au fer rouge une fleur de lys, à ceux qui ont volé des tuyaux des conduites, puisqu'on met en place des conduites en fonte. Certains sont condamnés aux galères. Et donc, ça dysfonctionne de partout.
hein, ça dysfonctionne de partout. On vole les métaux, un petit peu comme aujourd'hui, et c'est dû à ce conflit. Et ce qui me semble extrêmement intéressant, mais vous voyez comment l'optique est un instrument de modelage du territoire tout à fait efficace. Et c'est dû à là vous avez une carte qui vous montre les rigoles, et c'est dû justement à la manière, et ça c'est quelque chose qui vous gardez, c'est que quand vous inventez un instrument, un objet d'optique qu'il connecte, exactement comme un iPhone connecte, elle crée un espace social, crée des échanges, eh bien une lunette, elle connecte des êtres entre eux, en quelque sorte. Et tout ce que j'ai étudié dans ce chapitre sur les os, c'est la manière dont, en quelque sorte, eh bien, vous avez des humains, des non-humains qui refusent de passer à travers parce qu'ils ont cette lunette, parce qu'ils ont des matérialités. La matérialité de la régénération des animaux, eh bien, elle heurte de front cet espace abstrait. Si vous pensez à la ville moderne telle que se développera au XIXe siècle lorsqu'elle aura le même problème que Versailles, c'est-à-dire une concentration d'hommes dans un espace qui n'est pas capable de subvenir à ses besoins ni d'absorber ses rejets, c'est ça une ville en fait. C'est ça. C'est un espace qui ne peut pas nourrir ses hommes et qui ne peut pas absorber toutes les ordures que l'on expulse. Eh bien, la ville moderne inventera l'étagement, c'est-à-dire qu'elle mettra les eaux en dessous, sous la terre, certaines voies de circulation et l'électricité dans les airs. C'est comme cela qu'on résoudra la question. À Versailles, tout est au même niveau et c'est bien là qu'il y a un conflit. Troisième lien entre l'optique et l'art du gouvernement, c'est l'optique et l'art de la guerre. On l'avait vu pour, la lunette. Eh bien, c'est un sujet qui continue. Il y a des liens étroits. J'ai parlé tout à l'heure de la perspective. Si l'on regarde l'éducation des rois de France, qui était une éducation de très grande qualité, ils avaient leur point fort, les matières les plus fortes qu'ils avaient, c'était l'histoire, parce qu'il fallait apprendre la chronologie des rois et l'histoire de sa famille, et on apprenait la diplomatie à travers l'histoire. Il y avait aussi des exempla, c'est-à-dire l'histoire nous donne des exemples. En latin, ils étaient assez moyens, mais c'était assez moyen. Et l'autre point fort pour les rois de France, c'est la géographie. La géographie, c'est-à-dire qu'on apprenait aux rois de France à réaliser des cartes même. Et Louis XV, comme Louis XVI, était capable de réaliser des cartes d'arpenteur d'une très grande qualité et de manier ses outils, la lunette d'observation, le pendule, parce que justement, il y a un lien étroit entre le roi, l'œil qui gouverne le territoire, et l'art de la guerre. Et le lien, on le voit très bien avec cette invention qui est celle du télégraphe optique. Alors le télégraphe optique, c'est une question qui est ancienne. Il y a sur la colonne Trajane, on le voit, il y a sur le bas-relief, on voit que les Romains utilisaient le télégraphe optique pour s'envoyer des signaux qui étaient remarqués de poste en poste. C'est l'histoire plus longue sur laquelle je reviendrai avec la photographie du lien entre l'observation et l'art de la guerre. C'est la question, par exemple, des montgolfières et la surveillance des armées. Le télégraphe optique est un épisode de cette histoire et il est dû à Claude Chappe. On est dans les années 1790. Dans les années 1790, Claude Chappe propose au gouvernement un projet, au gouvernement révolutionnaire, un projet capable de transmettre ses ordres à une grande distance dans le moins de temps possible. Et ce qu'il propose de construire, là vous avez une tour Chappe telle qu'elle existe, c'est la tour du Trou d'Enfer dans les Yvelines, qui est classée monument historique. En fait, le principe, c'est que vous avez un réseau comme cela de tours et vous observez à la lunette optique et vous lisez les signaux qui vous sont envoyés avec le mouvement, ce mouvement-ci. Et il y a un alphabet de signes qui est créé, et donc en temps réel, finalement, vous lisez. Et donc c'est un télégraphe, c'est le principe du télégraphe optique. Le principe du télégraphe optique, le premier message transmis par Chappe, la première expérience sur en mars 1791, c'est l'Assemblée nationale récompensera les expériences utiles au public. Et il fait la démonstration devant des représentants de l'Assemblée nationale.
Si vous allez à Paris, aujourd'hui vous avez à Paris la place du Télégraphe, hein, dans le 20e. La place du Télégraphe, c'est là que Chappe a implanté son premier, à Ménilmontant, son premier télégraphe optique en juin 1791. Ce qui est intéressant sur cette question du télégraphe optique, c'est bien entendu que vous voyez le lien très fort entre l'art de la guerre et l'optique. Vous voyez aussi la manière dont la question des controverses de l'acceptabilité, c'est-à-dire qu'au départ, Chappe s'est heurté à un certain nombre de mouvements de foule. Ses premières réalisations sont détruites par la foule. Il fait d'abord les premières expériences dans le jardin d'un voisin, hein, la propriété d'un voisin, et la foule, le peuple intervient et détruit, saccage la machine. Hein. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que ça montre que l'optique étant un outil de contrôle, il est aussi un outil qui suscite des peurs, hein, et qui suscite des peurs de la surveillance et de la manipulation. Hein. Donc avant la caméra de surveillance des lunettes des Google Glass, eh bien Chappe a eu exactement le même problème. Et d'ailleurs, lorsque la Convention accepte son expérience, il pose une condition, c'est d'avoir des gardes armés. Hein, c'est que l'Assemblée nationale finance des gardes armés pour que ces tours ne soient pas détruites. L'usage militaire, eh bien, il se met en place en particulier lorsque les armées de la République conquièrent des territoires extérieurs, car il s'agit de communiquer rapidement. Hein, et c'est notamment avec la conquête de la Belgique. Vous avez, dans les années 1793, eh bien, commence à être mis en place un réseau de télégraphes. Le premier, c'est un réseau de 26 km entre Ménilmontant, Écouen et Saint-Martin-du-Tertre. Et Claude Chappe est nommé ingénieur télégraphe par décret, grâce au soutien de Lacanal sur cela. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais c'est quelque chose sur lequel vous pouvez très bien faire une recherche. Mais vous avez sous les yeux, regardez, le réseau télégraphique de télégraphe optique tel qu'il existe dans les années 1850. Et voyez comment ce réseau s'étend à l'ensemble de la France. Alors sans rentrer dans les détails, mais quelques exemples. 1805, c'est la création de la ligne Paris-Turin. 1810, la ligne Nord va à Amsterdam. La ligne Metz-Mayence en 1813-1814. Napoléon a fortement soutenu le télégraphe optique pour ses armées. 1834, c'est la mise en place de la ligne Avignon-Bordeaux, qui déleste la ligne Paris-Toulon, qui est surchargée par les dépêches liées à la guerre en Algérie. Et en 1844, vous avez 534 tours qui quadrillent le territoire français, reliant plus de 5000 km avec les plus importantes agglomérations. Le télégraphe optique va être abandonné dans les années à la fin des années 1850. Notamment, l'inconvénient, c'est que le télégraphe optique ne marche pas de nuit, bien entendu, et il ne marche pas lorsqu'il a mauvaise visibilité. Et il mobilise de nombreux observateurs, puisqu'il faut à peu près 2 observateurs tous les 15 km. Hein. Donc imaginez 5000 km, imaginez le nombre, c'est une véritable entreprise. Industrie, hein. Chappe a construit une entreprise privée pour cela, mais c'est un exemple tout à fait intéressant. Donc l'optique, ça sert à contrôler, c'est la conclusion de ce deuxième point, cela sert à contrôler, mais cela met en place aussi une nouvelle organisation de la société, une nouvelle scène, et c'est le troisième point que je voudrais traiter, les lumières guidant le peuple, le progrès et la transparence. Je n'ai pas d'illustration pour lumière et connaissance, c'est une erreur, j'aurais pu, ça aurait été facile. Le point que je veux traiter ici, c'est la manière dont le mot lumière essaie de comprendre comment les lumières sont devenues le symbole du progrès de la connaissance et du mouvement philosophique du XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, le mot lumière est d'un emploi assez banal. Les lumières, on parle des lumières de la foi, des lumières de la raison. Et ce n'est que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle que peu à peu,
le mot lumière prend ce sens absolu, ce sens d'émanation de l'absolu, ce sens d'élévation de l'humanité vers la connaissance. C'est au XVIIIe siècle que se met en place le couple lumière-ténèbres, l'opposition. Et je voudrais essayer de comprendre comment cela s'est mis en place. La première remarque que l'on peut faire, c'est que très tôt, à partir du milieu du XVIIIe siècle, les contemporains ont pris conscience qu'il y avait un mouvement profond de transformation de l'humanité. Qu'il y avait un mouvement de transformation profonde de l'humanité, et c'est Diderot qui déclare en 1761, je cite, que l'Europe raisonnable va certainement céder à l'Europe sauvage. L'Europe raisonnable va succéder à l'Europe sauvage, païenne et chrétienne. Mais c'est surtout le texte qui va cristalliser cela. Le sujet des Lumières est mis au concours académique, et Emmanuel Kant, le philosophe, répond en 1784 par un texte fameux. Qu'est-ce que les Lumières? Dans lequel il définit ce lien entre lumière, connaissance et ce mouvement de transformation qui se met en place. Et il y a cette phrase fameuse, « Les Lumières sont la sortie de l'homme d'un état de minorité qu'il doit s'imputer à lui-même. » Donc les Lumières, c'est la sortie de l'homme d'un état de minorité, d'un état d'enfance, par l'usage public de la raison. C'est donc cette métaphore de l'humanité guidée par la lumière, par la raison, et voyez bien comment, en fait, la raison, c'est parce que la notion de lumière, elle est justement à l'articulation et la convergence de tous ces éléments, de toutes ces discussions sur l'athéisme et sur le matérialisme, sur la peinture et les couleurs, sur le contrôle du territoire. C'est la grande métaphore du siècle. C'est la grande métaphore du siècle. Et cette grande métaphore du siècle, eh bien, elle s'étend à l'ensemble de l'Europe, hein, puisque l'idée, c'est que l'Europe est fille des Lumières. C'est ce grand mouvement de libération qui se met en place. Un exemple, Le Monde sur l'importance de la lumière, j'aurais pu prendre cette illustration, c'est dans les opéras de Mozart. Dans les opéras de Mozart, on retrouve directement cette importance de la lumière, et en particulier dans la Flûte enchantée. Cet opéra de 1791, dans lequel on trouve l'influence très forte des conceptions franc-maçonnes, de la franc-maçonnerie. Et vous retrouvez le lien entre initiation, optique, forme géométrique. Dans la Flûte enchantée, Tamino doit subir les épreuves de l'initiation pour quitter le monde de l'adolescence et entrer dans celui de la raison et de l'amour. Et toute la Flûte enchantée est emplie de références franc-maçonnes, de références à l'Égypte ancienne, avec la symbolique des nombres, le chiffre 3, l'idéal de fraternité. Et l'opéra est structuré par l'opposition entre le jour et la nuit. C'est le combat entre Sarastro, le sage détenteur de la lumière, et la reine de la nuit. Ce combat entre la sagesse humaine et les forces du mal, c'est une métaphore que l'on retrouve aussi chez Haydn, avec, dans la création de Haydn en 1798, qui est une autre œuvre franc-maçonne. Et vous avez l'importance de ce lien. On pourrait continuer longtemps sur cette question du progrès, cette question de la lumière.
Peut-être sans rentrer trop dans les détails, hein, mais cette métaphore de la lumière, de l'obscurité, eh bien, elle a toute sa postérité dans les siècles suivants. Elle a toute sa postérité dans les siècles suivants, et il y a en particulier une critique des Lumières au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, avant et après la Seconde Guerre mondiale, il y a deux moments forts, si on regarde les études sur la philosophie des Lumières. Il y a deux moments forts sur les travaux scientifiques. Vous avez des travaux qui sont écrits dans le contexte de l'entre-deux-guerres, dans les années 30. Dans les années 30, vous avez les travaux de Paul Hazard et de Ernst Cassirer, Hazard H-A-Z-A-R-D, et Cassirer C-A-2-S-I-R-E-R, eh bien, où on s'empare de ce moment du XVIIIe siècle, des Lumières, dans le contexte de la montée du nazisme. Dans le contexte de la montée du nazisme, Paul Hazard écrit en 1935 « La crise de la conscience européenne », et il cherche à montrer, à travers la diffusion des Lumières dans toute l'Europe, qu'il y a une unité européenne au moment où l'Europe est en train de se déchirer avec la montée des nationalismes. Et il passe par la philosophie de la lumière, par cette métaphore, pour montrer la construction de l'idée d'Europe et ce triomphe de la raison dans le contexte de la montée des tyrannies. Il y a un deuxième moment où les travaux scientifiques sur les philosophies des Lumières rebondissent, c'est après la Seconde Guerre mondiale, c'est après la solution finale, après l'Holocauste. Vous avez la critique de l'école de Francfort, Horkheimer et Adorno. Eh bien, cette critique très forte qui est faite en disant que c'est des Lumières que sont nés les camps de concentration et l'extermination des Juifs, parce que les Lumières, c'est l'idée d'un pouvoir de la science sans limite, l'idée d'un pouvoir de la raison, l'idée d'un pouvoir désincarné d'une rationalisation intégrale de la réalité. De même que l'extermination des Juifs a été une mise en œuvre extrême de la rationalité de la science, de la technique, pour exterminer en masse. C'est la raison déshumanisée. C'est le lien entre les Lumières et les monstres politiques du XXe siècle. C'est une critique qui existe toujours aujourd'hui sur les Lumières et ce lien, comment dire, très très fort. Tout ceci, c'est pour vous montrer, même si cela peut vous sembler loin, mais ce lien direct entre la conceptualisation de la lumière et cette dimension philosophique, littéraire de cette métaphore. Il y a un troisième élément central au XVIIIe siècle, c'est le lien entre le regard, la transparence et l'obstacle. Vous avez sous les yeux une planche d'un des architectes visionnaires du XVIIIe siècle, Claude Nicolas Ledoux, qui est une sorte d'architecte maudit, et il y a comme ça des architectes maudits. C'est un architecte maudit pour deux raisons, parce que en fait, la plupart de ses projets ont été refusés. Il fait son temps construire des projets qui n'ont jamais été construits. Notamment, il avait construit un projet fameux, c'était le cénotaphe de Newton. C'était une sorte de boule gigantesque, en fait, et il y avait l'humanité montait par un escalier le tour et allait rendre hommage à Newton, et on rentrait autour de cette sphère. Voilà. Il avait construit aussi un projet de bibliothèque universelle. Bibliothèque universelle qui était un bâtiment absolument gigantesque, tout en longueur avec des gradins, où on s'asseyait, il y avait l'ensemble des livres de l'humanité, et on s'asseyait sur les marches et on lisait. En fait, voilà. Alors ça, c'est un de ces projets visionnaires pour le théâtre de Besançon. Et c'est extrêmement intéressant parce que vous voyez comment le rapport entre l'optique, la vision et le lien entre les hommes, comment la vision permet de conceptualiser le lien entre les hommes, et c'est-à-dire ce qui fait tenir la société. Alors de Claude Nicolas Ledoux, à Paris, vous pouvez voir, il reste à Paris les fameux pavillons d'octroi. Les fameux pavillons d'octroi qui sont... Paris était entouré d'un mur, il y a eu 5 enceintes autour de Paris,
Une des enceintes, c'était le mur des fermiers généraux. Il y avait des portes et on payait les taxes quand les marchandises rentraient dans Paris. Et si vous allez boire un verre à Stalingrad, vous avez la rotonde. La rotonde, c'est une rotonde construite par Claude Nicolas Ledoux. Et vous retrouvez cette architecture visionnaire et utopique. C'est une sphère. Et quand vous êtes à l'intérieur du pavillon, vous pouvez aller manger, boire un verre, vous avez en fait cette sphère parfaite. Et vous avez aussi une très belle chose à visiter, ce sont les salines d'Arc et Sénan, hein, où il y a cette architecture visionnaire en cercle. Ce que ça montre, où est-ce que je veux en venir? Vous avez un grand livre de Jean Starobinski sur Rousseau qui s'appelle « La transparence et l'obstacle » qui établit ce lien. Le lien, c'est de montrer comment la société du XVIIIe siècle est obsédée par la quête, par le regard et par la quête de la transparence. Par le regard et par la quête de la transparence, comme ce qui fait le lien entre les hommes. Et il part de l'œuvre de Rousseau. L'œuvre de Rousseau, c'est la dénonciation des mensonges du monde moderne. Rousseau arrache les masques. Il essaye de passer au-delà de l'être et du paraître et de montrer l'homme tel qu'il est. Il y a cette phrase fameuse de Rousseau dans le discours sur l'origine des langues. Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi. Et c'est ce qu'il fait dans les Confessions en disant « Jamais on n'a montré un homme tel qu'il est, et c'est ce que je vais faire en vous montrant tel que je suis. » Il y a la deuxième partie, mais pour étudier l'homme, il faut porter sa vue au loin. Et il y a donc ces deux aspects de la transparence. C'est la transparence comme ce qui permet de se connaître soi, et le regard porté au loin, ce qui permet de connaître l'autre. Et tout à l'heure, l'un d'entre vous me faisait le lien, pose avec Montaigne la question des cannibales du Nouveau Monde. Cette question du rapport entre la naissance de l'ethnologie. La naissance de l'ethnologie, c'est la naissance du regard sur l'autre. Et là aussi, il y a un lien très fort avec l'optique. Puisque finalement, la question du regard, c'est plusieurs éléments. C'est l'empathie. Le regard, c'est ce qui fait le lien entre les hommes. C'est ce qui fait l'empathie. Rousseau accorde beaucoup d'importance à la pitié. La pitié, c'est la faculté première de l'homme, dit-il, parce que c'est ce qui fait le lien entre les nous. Au XVIIIe siècle, on pleure beaucoup. Ce n'est pas du tout honteux. Il y a un éloge des larmes, parce que les larmes, c'est un signe de la pitié et du lien entre les hommes, par le spectacle. Il est très à la mode, c'est la mode des peintures de catastrophes, de naufrages, de catastrophes, parce que justement, par la catastrophe se fait le lien entre les hommes. C'est la possibilité, par le regard, c'est la possibilité pour chaque homme de devenir humain, de s'identifier. C'est la question, autre élément, c'est la question du visionnaire. Et vous trouvez cette tension, là aussi c'est chez Claude Nicolas Ledoux, c'est-à-dire que vous voyez que cette architecture utopique qui est le théâtre, c'est-à-dire le lieu où on s'éduque, c'est à la fois celui où on reçoit la lumière, c'est l'endroit où les hommes sont mis ensemble et donc se crée une communauté parce qu'ils regardent un spectacle ensemble, et c'est aussi l'endroit où le théâtre lui-même était cette sorte d'œil visionnaire, d'œil qui voit au loin, qui voit en avant, et c'est cette idée que l'on trouve aussi chez Rousseau, quand il dit dans l'Émile « Je ne vois point contre les hommes, comme les autres hommes, il y a longtemps qu'on me l'a reproché ». Et c'est le sens, comment dire, de cette lecture visionnaire qui est faite. Voilà. Donc on pourrait continuer longtemps sur ces liens qui ramifie à de multiples éléments, mais il y a donc cette idéologie de la transparence et de l'obstacle qui est pensée en termes politiques. Troisième élément, cette scène sociale, c'est le lien entre le regard et la vérité scientifique. Le regard entre la vérité scientifique, et là cela renvoie à des travaux importants en histoire des sciences, en STS, Chapin et Schaeffer, Léviathan et la pompe à air, et
vous pouvez commencer peut-être, si ça va, par lequel il vient d'être réédité, c'est un ouvrage plus court, c'est de Stephen Chapin, Science et mondanité dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Ce sont des travaux, comment dire, qui, dans un premier temps, ont fait hurler l'histoire des sciences internalistes, qui ont froissé certains scientifiques, mais qui relèvent de ce dispositif qui est de comprendre comment la science fonctionne et comment la science, comment ce qu'on appelle la vérité, c'est un consensus entre des acteurs, ce qui ne veut pas dire qu'on se met d'accord sur n'importe quoi, pas du tout. Donc ce n'est pas du relativisme, mais comment se construit ce consensus. Cet ouvrage, je vais partir de l'ouvrage de Chapin sur science et mondanité. Il montre le lien assez étonnant entre la révolution scientifique du XVIIe siècle et le monde des gentlemen anglais. Le problème, c'est le suivant. Le problème, c'est le suivant, c'est que la révolution du XVIIe siècle, c'est une révolution de laboratoire, de l'expérimentation. Bon. Donc ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que lorsque l'on fait des expériences, eh bien, c'est le rapport avec les travaux des prédécesseurs. C'est le rapport avec les travaux des prédécesseurs, ce qui veut dire que le savant, même lorsqu'il est seul dans son laboratoire, il n'est pas seul. En réalité, il dialogue avec ses prédécesseurs et donc il y a une dimension sociale que l'on retrouve. Et le deuxième problème, c'est celui de la fiabilité de l'expérience. Comment savoir si une expérience que l'on fait, et même si on la répète, elle est fiable? Et comment construire un consensus autour de ce que l'on trouve? Je ne vous ai pas parlé, il y a une controverse dont j'aurais pu vous parler, qui est aussi une invention. On découvre, c'est la découverte de la photosynthèse au XVIIIe siècle. Ça, je n'en ai pas, je n'en ai pas parlé, j'aurais pu le faire, mais on voit que beaucoup d'expériences, en réalité, les expériences sont souvent difficiles, ratées, contradictoires, et donc le consensus ne naît pas facilement. Et donc le problème, c'est qu'il faut des témoins pour une expérience. Il faut des témoins, et donc la science de laboratoire est indissociable, en fait, de la constitution d'une assemblée de témoins qui va assister à l'expérience publique et qui va être témoin de sa fiabilité. Et c'est ce qu'a démontré le livre de Hobbes, le livre de Chapin et Schaeffer sur Léviathan et la pompe à air, qui est sur la querelle entre Hobbes et Boyle autour de la pompe à air et autour de l'existence du vide. Et en fait, ils montrent qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur la question de savoir si est-ce qui se passe dans un laboratoire, dans une pompe à air, peut fonder une vérité scientifique. Ils ne sont pas du tout d'accord sur cette question-là. Et c'est l'expérience qui va triompher. Alors, le lien avec les gentlemen, c'est justement le rapport avec Boyle. Eh bien, c'est que justement, Stephen Chapin a montré que l'expérimentation scientifique, elle est étroitement liée à un petit groupe d'aristocrates qui se réunit autour de la toute jeune Royal Society britannique. Et ce sont cette compagnie d'aristocrates qui font de la confiance. Ils appartiennent au même groupe social, ils portent l'épée, et entre eux, ils se font confiance. Entre eux, ils se font confiance parce qu'il y a une éthique du gentilhomme qui repose sur la parole. D'ailleurs, lorsqu'on ne respecte pas sa parole, eh bien, on se combat en duel. Cela donne lieu à un duel. Donc c'est quelque chose de très grave. Lorsque l'on dit que quelqu'un est un menteur, eh bien, un autre aristocrate est un menteur, eh bien, là aussi, cela débouche sur un duel. Et c'est cette confiance aristocratique qui sert de matrice à la discussion savante, qui permet de régler, qui permet de mettre fin aux chamailleries incessantes, en créant un mode de dialogue poli, un terrain d'entente, une conception de la science qui passe par une recherche de consensus. Et d'ailleurs, Boyle, dans son affrontement avec Hobbes, il a une grande préoccupation. Il dit en fait qu'il y a un problème avec la science expérimentale, c'est-à-dire que la science expérimentale peut être un ferment de guerre civile. Parce que si chacun peut estimer qu'il a raison à partir de l'expérience qu'il fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de loi unique,
Cela mine le pouvoir du roi, et cela pose un problème politique qui débouche sur la guerre civile. Et donc il invente ce système du consensus à partir de là. Et qu'il utilise, Boyle est fameux pour ses travaux sur la propriété physique de l'air, sur la gravité, sur les cristaux, sur l'électricité, sur la réaction chimique. Et c'est un maître de politesse et de savoir. Et là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est qu'en même temps, il y a donc le consensus qui se met autour des gentilshommes, et en même temps, il y a une manière de gérer l'erreur scientifique. Il y a une manière de gérer l'erreur scientifique, puisque finalement, eh bien, lorsqu'une expérience échoue, eh bien, Boyle, de manière impitoyable, c'est un homme extrêmement riche, hein, c'est un aristocrate puissant, eh bien, on le voit dans ses papiers, il met immédiatement en cause l'incompétence de ses collaborateurs, il met en cause le témoignage des roturiers, hein, qui justement n'ont pas cet honneur du gentilhomme qui permet de fonder la vérité scientifique. Et donc cela joue dans les deux sens. Et ce à quoi je voudrais arriver, c'est la manière dont l'optique, comme construction scientifique, comme découverte, est aussi liée à ces processus sociaux, hein, qui sont ceux de, comment dire, du travail en laboratoire, de la construction sociale de la vérité. Et vous voyez comment c'est extrêmement différent d'une histoire un petit peu traditionnelle des sciences où on va de grande découverte en grande découverte avec une succession de génies scientifiques. Il y aurait, j'espère que ce sera un moment un débouché de ce cours, mais ce serait bien qu'il y ait un moment une thèse d'histoire des sciences sur l'Institut d'optique, d'histoire des sciences et de sociologie des sciences. L'Institut d'optique a marqué l'histoire de l'optique par des découvertes importantes, hein, je pense aux travaux d'Alain Aspect en particulier. Eh bien, ce serait extrêmement intéressant de faire une thèse d'histoire et de sociologie des sciences à partir des archives, à partir des carnets des savants, à partir des comptes d'achat de matériel, à partir des objets qui sont exposés là, à partir des correspondances, hein, pour montrer la science telle qu'elle se fait, hein, dans toute cette complexité, dans cette recherche justement de consensus et d'avancée. Conclusion de ce cours, de cette deuxième séance. Peut-être deux choses. La première, c'est que la période qui va de la deuxième moitié du XVIIIe, dans la période qui va de la deuxième moitié du XVIIe siècle au XVIIIe siècle, la lumière a été une sorte d'épine dorsale, d'élément organisateur, hein, touchant à l'ensemble de ces domaines que je vous ai mentionnés, l'art, la guerre, la cartographie, la politique, le social. Et peut-être une question que l'on peut se poser, même si on n'y répondra pas aujourd'hui, ni dans les semaines suivantes, c'est est-ce que ce qui est annoncé comme une nouvelle révolution, la révolution de la photonique, est-ce qu'elle a cette capacité à faire à nouveau de la lumière ce lien multiple entre tous ces domaines, cette sorte à la fois de lien constitutif et organisateur, hein, de tous ces éléments, et je crois que certains acteurs de la photonique ont cette ambition-là et la voient comme une sorte de nouvelle révolution après la révolution de la miniaturisation, hein, une nouvelle révolution qui sera celle du XXIe siècle. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est intéressant, si vous regardez ce qui se passe du côté là aussi de la filière innovation ou du côté des laboratoires, vous voyez comment à l'Institut d'optique, la lumière aujourd'hui touche aux domaines les plus variés, hein, de manière absolument étonnante, hein, puisque cela va du cinéma en passant par les drones, les capteurs, l'économie d'énergie, la transmission de l'information. On retrouve ce nouveau moment autour de la lumière, et je crois
que l'enjeu, c'est justement maintenant de faire le lien avec cette dimension sociale, philosophique, humaine, de se servir de la lumière pour connecter autrement. Que la lumière ne soit pas qu'une invention technique, et je crois qu'il y a un domaine tout à fait ouvert. La deuxième chose que je voudrais dire en conclusion, c'est la manière dont l'optique, la lumière, a aussi une dimension, c'est les liens entre optique, lumière et pouvoir. Optique, lumière et pouvoir, rapport de force, idéologie. Je ne dis pas ça pour dire que la science est instrumentalisée ou instrumentale, pas du tout, absolument pas. Mais la manière, ça fait partie justement de cette réorganisation. Et je conclurai avec une autre invention du XVIIIe siècle. J'aurais pu mettre une image, c'est une erreur, vous regarderez. Il y a une autre grande invention du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle le panoptique. Le panoptique, c'est une forme d'architecture visionnaire où c'est une architecture circulaire où l'œil est au centre. Et vous verrez la prochaine fois comment le panoptique, avec Michel Foucault, a servi de matrice pour construire l'hôpital, la prison et la clinique. Aussi la première ménagerie, qui était la première ménagerie de Versailles. Et donc, encore une fois, ce n'est pas du tout pour disqualifier la science, absolument pas, mais ça montre ce lien entre pouvoir et politique. Et vous verrez que la prochaine fois, on entrera dans l'histoire de l'Institut d'optique, et c'est une manière de l'introduire, en montrant comment l'histoire de l'Institut d'optique a été une décision politique en 1917, et on essaiera de comprendre pourquoi. Je vous remercie. Et merci. Merci.